Le ballon, emporté par l'ouragan, tournait sur lui-même dans un mouvement qui semblait ne jamais devoir s'arrêter. Les 5 hommes qui se trouvaient à son bord ne pouvaient que s'accrocher au bord de la nacelle. Et le plus dramatique était que l'enveloppe déchirée laissait fuir l'hydrogène. Il y avait 3 jours que, profitant de l'ouragan, les 5 hommes, tous nordistes, s'étaient emparés de cet aérostat pour s'enfuir de Richmond, où on les retenait comme prisonniers de guerre. Il y avait parmi eux l'ingénieur Cyrus Smith, qui s'était très vite imposé comme le chef, Gédéon Spilett, reporter du New York Herald, un marin, Bonaventure Pencroff, un garçon de 15 ans, Harbert, que son père, le capitaine Brown, avait confié au marin, et le noir Nabuchodonosor, qu'on appelait plus familièrement Nab. C'était un ancien esclave que Cyrus Smith avait depuis longtemps affranchi, mais qui était resté volontairement au service de son ancien maître, à qui il vouait un dévouement sans borne. Il y avait aussi le chien de Cyrus Smith, Top, qui lui aussi vouait à son maître la plus profonde affection. « Remontons-nous » cria une voix dans la tempête. L'hydrogène fuyant, ils continuaient à descendre, malgré le lest, leurs bagages, les vivres, les armes qu'ils avaient jetés par-dessus bord. Et au-dessous d'eux, mugissait l'océan Pacifique, où ils allaient s'abîmer. « Jetez tout! Jetez tout! Mais il n'y a plus rien, Cyrus !» Le seul espoir des 5 hommes était de parvenir à une terre aperçue à une trentaine de milles. « Accrochez-vous au filet! Nous allons larguer la nacelle !» Soulagé d'un poids considérable, le ballon remonta dans les airs, mais ce ne fut que pour recommencer à descendre. Et cette fois, les 5 passagers ne pouvaient rien y faire. À 4 heures, ils rasaient la surface des flots déchaînés. Ils ne se trouvaient plus qu'à une demi-heure à peine de la terre, mais il était impossible qu'ils l'atteignent. Soudain, un paquet de mer s'abattit sur les passagers et le ballon remonta dans les airs. « Cyrus !» L'ingénieur avait été enlevé par la lame. Son chien s'était précipité dans les flots pour le suivre. Et, bien involontairement, soulagé d'un nouveau poids, le ballon reprit assez de hauteur pour venir s'abattre sur la terre. Sauvé. Mais ils n'étaient plus que 4. Et c'était leur chef, celui que son savoir et son expérience mettaient à la base de toutes leurs initiatives, qui avait disparu. « Nous le retrouverons. Il a dû se laisser porter par les vagues et atteindre la terre. » Aucun des 4 passagers ne pouvait envisager la disparition de l'ingénieur. Et, dans la nuit noire, dans le tumulte de la tempête, ils entreprirent d'explorer le rivage. Lorsque le jour se leva, ils n'avaient rien trouvé. Peut-être a-t-il été emporté jusqu'à la côte? Le ballon s'était en effet abattu sur un îlot désert, situé à un demi-mille d'une terre dont ils ne pouvaient apprécier l'importance. Était-ce une île? Était-ce un continent? Les 4 hommes qui avaient été incapables de suivre le trajet du ballon ne pouvaient le deviner. « Nous passerons à marée basse, le chenal doit être assez peu profond. » Son instinct de marin n'avait pas trompé Pencroff, et, dans le courant de l'après-midi, ils passèrent, avec de l'eau seulement jusqu'à la taille. Sur la côte, aucune trace de l'ingénieur, ni de Top. Ce n'était pas suffisant pour que les 4 hommes abandonnent leurs recherches, mais un autre problème se posait à eux, celui de leur survie. La tempête les avait jetés sur cette terre sans vivres, sans armes, sans même une lame de fer. Ils étaient aussi démunis que l'homme au premier jour de la civilisation, et, comme lui, ils trouvèrent abri dans le couloir que formaient des éboulis de roches, non loin d'une rivière où coulait une eau limpide. On a l'habitude d'appeler ces anfractuosités des cheminées, et ce fut le nom que donnèrent les naufragés à ce premier refuge. Pour se nourrir, ne pouvant pas chasser, ils n'avaient que des coquillages, et leur joie fut sans borne lorsqu'ils dénichèrent des œufs de pigeon. Encore fallait-il les faire cuire, et ils n'avaient qu'une seule allumette. On imagine avec quelle précaution ils la frottèrent pour mettre le feu à quelques herbes précautionneusement amassées. Le bois mort ne manquait pas, mais il fallait entretenir ce feu qu'on ne pourrait pas rallumer. Et les 4 hommes prirent leurs précautions pour toujours conserver quelques braises.
Bien sûr, pendant ce temps, les recherches continuaient méthodiquement tout le long de la côte pour retrouver Cyrus Smith et Top, que l'on commençait à désespérer de revoir vivants. Le plus malheureux était Nab, l'ancien esclave de l'ingénieur. Il refusait toute nourriture, comme s'il eût voulu se laisser mourir de faim. Et l'on commençait à craindre pour sa raison, lorsque le 26 mars, 2 jours après que l'aérostat se fût abattu sur ce coin de terre, on ne le vit pas revenir. Une tempête terrible s'était levée. Il était impensable de partir à sa recherche, et les 3 compagnons, dans l'abri des cheminées, ne purent qu'attendre que l'ouragan s'apaise. La nuit était tombée, et les naufragés, groupés autour du feu, tentaient en vain de trouver le sommeil, lorsque, dans le tumulte de la pluie et du vent, il leur sembla entendre quelque chose. C'était Top. Par quel miracle avait-il trouvé le chemin des cheminées qu'il ne connaissait pas? Et, ce qui était encore plus étrange, c'est que lorsqu'il s'introduisit dans la caverne, son poil était sec, malgré la pluie qui s'abattait. « S'il est sauf, Monsieur Smith doit l'être aussi. Suivons-le, il va certainement nous conduire à lui. » Top, en effet, semblait inviter les 3 compagnons à le suivre. Et, sans s'interroger davantage sur l'étrangeté de cette arrivée, ils partirent dans la tempête à la suite du chien. Ce fut une course qui dura tout le reste de la nuit. Et à 6 heures du matin, le jour s'étant levé, les 3 compagnons épuisés arrivaient devant une anfractuosité rocheuse dans laquelle un corps gisait. C'était Cyrus Smith, et auprès de lui, Nab, prostré. « Monsieur Cyrus est mort. Je vais l'enterrer et mourir moi aussi. » Gédéon Spilett s'était déjà précipité sur l'ingénieur et collait l'oreille contre sa poitrine. « Il vit !» Il vivait, en effet. Et dès qu'on eut imprégné ses lèvres d'un peu d'eau fraîche, Cyrus Smith exhala un soupir. « Nous allons confectionner une civière et le transporter jusqu'aux cheminées. » Personne dans l'instant ne songea à s'étonner que Cyrus Smith, certainement à bout de force après avoir échappé à la noyade, ait pu s'enfoncer aussi profondément dans les terres et dépasser les dunes qui encombraient le rivage. Le lendemain, l'ingénieur, même s'il était encore très faible, était revenu à la vie. Il raconta qu'il avait perdu connaissance alors qu'il luttait contre les flots et ne put donner aucune explication sur sa présence dans la grotte. Avoir retrouvé l'ingénieur Smith était pour les naufragés la renaissance de l'espérance. Il savait tout faire, connaissait toutes les techniques, et ils étaient convaincus qu'il allait les tirer du mauvais pas où l'ouragan les avait jetés. Ce qu'il faut d'abord, c'est nous mettre en mesure de nous procurer une nourriture suffisante. Et puisqu'ils n'avaient plus d'armes, il leur conseilla de chasser avec des bâtons et des pierres. Cela ne servira à rien, nous n'avons plus de feu. Les ruisseaux formés par la pluie avaient en effet envahi les cheminées et noyé les braises. Ne vous préoccupez donc pas de cela, et ramenez-nous du gibier. La confiance que ces hommes avaient en l'ingénieur était telle que Nab, Pencroff et le jeune Harbert partirent à la chasse. C'était tout juste si le marin se demandait avec quoi Cyrus Smith pourrait allumer son feu. Avec rien. Et Nab avait raison. Alors que les 3 hommes étaient sur le chemin du retour, ils aperçurent une fumée qui s'élevait au-dessus des arbres. L'ingénieur avait tout simplement allumé son feu en accouplant le verre de montre de Gédéon Spilett avec le sien, de façon à pouvoir y introduire de l'eau pour en faire une loupe capable de capter les rayons du soleil. Le repas ce soir-là fut des plus joyeux. Les 4 compagnons de l'ingénieur Smith se sentaient pour la première fois maîtres de leur destin, et ils n'hésitaient pas à envisager les plus invraisemblables solutions pour retourner vers la civilisation. Ce qu'il faut d'abord que nous sachions, c'est si cette terre est une île ou si elle fait partie d'un continent. Dès le lendemain, les naufragés étaient fixés. Ayant escaladé le sommet le plus élevé, ils purent se rendre compte que la mer autour d'eux s'étendait à perte de vue. Il faut situer la position de cette île. Probablement un ancien volcan éteint. C'était de la plus haute importance, pour savoir si elle se trouvait sur une route maritime. Et, dans la négative,
pour décider la construction d'un engin flottant ou l'installation sur les lieux, pour un temps qui risquait d'être long. Cyrus Smith ne disposait d'aucun appareil pour ces observations. À l'aide de 2 branches assemblées en compas, d'un pieu planté en terre, des étoiles et du soleil, il parvint à définir que l'île était située à 150 degrés 30 minutes de longitude ouest et à 34 degrés 57 minutes de latitude sud. Donc en plein Pacifique, à plus de 8000 km de la côte américaine et à 2000 km de la première terre habitée. C'était apprendre aux naufragés qu'ils n'avaient aucune chance de quitter cette île par eux-mêmes et qu'il fallait dès lors qu'ils s'organisent pour y rester peut-être toute leur vie. Les 5 voyageurs n'étaient pas des hommes ordinaires et leur réaction fut tout autre que celle qu'on aurait pu attendre d'être sans volonté. Eh bien, dès cet instant, ne nous considérons plus comme des naufragés, mais comme des colons qui doivent mettre en valeur cette terre. Ils commencèrent par baptiser l'île, île Lincoln. Et pour ne pas se trouver perdus dans un monde inconnu, ils donnèrent aux différents sites des noms empruntés à leur pays ou suggérés par leur aspect. Il y eut la baie de l'Union, la baie Washington, le mont Franklin, le lac Grant, mais aussi la presqu'île Serpentine, le cap Mandibule, le promontoire du Reptile, le cap Griffe, et tout un tas de noms qui s'ajoutèrent au fur et à mesure des découvertes et des événements. Ce que les 5 hommes craignaient, c'était que l'île Lincoln soit située à la portée des peuplades pillardes du Pacifique, qui, à bord de leurs pirogues, vont d'île en île à travers les archipels. Ils n'avaient aucune arme pour se défendre contre leurs intrusions, et il leur fallait trouver un abri plus sûr que les cheminées. Auparavant, cependant, ils devaient se donner des conditions de vie presque normales et réinventer la civilisation en exploitant les ressources naturelles de l'île. Pour commencer cette grande aventure, ils n'avaient même pas un couteau. Alors Cyrus Smith enleva à Top son collier de fer, le rompit et en fit 2 lames, qui, patiemment aiguisées sur une pierre dure et emmanchées dans des bouts de bois, firent des couteaux acceptables. Les couteaux servirent à tailler des arbres flexibles qu'on transforma en arcs en y fixant une corde rustique tirée des fibres assemblées d'un Hibiscus heterophyllus. Après les arcs, on fit des flèches, en fixant à l'extrémité d'une branche droite une pierre pointue. Dès lors, la chasse allait devenir plus facile qu'avec des pierres ou des bâtons. Mais cela n'était pas suffisant. Pour préparer les repas, il fallait des ustensiles de cuisine. Avec de l'argile, on fit des briques, qui, durcies à la chaleur d'un feu de bois, permirent de construire un four. Et dans ce four, on fit cuire des poteries, qui donnèrent des plats, des assiettes, des gobelets, rustiques sans doute, mais quand même suffisants. Chaque nouvelle réalisation soulevait l'enthousiasme chez les colons. Ils ne doutaient plus de rien. Et, ayant découvert que l'île était riche en minerais de fer et en charbon, ils n'hésitèrent pas à entreprendre le coulage et la fabrication de pinces, de tenailles, de marteaux, de pics, de pioches, de haches, autant d'instruments qui leur faisaient faire un pas immense dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Restait à résoudre le problème de la résidence, d'autant que la mauvaise saison, sans être rigoureuse, est froide dans cette zone du Pacifique, et qu'il valait mieux pouvoir se mettre à l'abri. Les colons décidèrent donc une exploration plus complète de l'île, et en particulier une reconnaissance aux alentours du lac Grant, qui s'étendait non loin de la côte et n'était séparé de la baie de l'Union que par une barrière de granit. Ce fut par cette barrière de granit que les colons commencèrent leur exploration. Mais le 6 mai, jour qui correspond au 6 novembre dans l'hémisphère boréal, il n'y avait découvert aucune caverne, aucune anfractuosité susceptible d'être aménagée. C'est peut-être sur les bords du lac que nous trouverons notre affaire. Le site était merveilleux, mais là non plus, aucun abri n'était possible. J'ai l'impression que nous allons en être réduits à construire une maison de briques. Les 5 compagnons en étaient là de leur réflexion, lorsque Top, qui explorait lui aussi à sa façon la rive du lac, donna quelques signes d'inquiétude. « Qu'y a-t-il, Top ?» Au lieu de venir vers son maître, le chien restait en arrêt devant l'étendue liquide, comme s'il y décelait une présence invisible.
Soudain, il se précipita dans les eaux. « Top! Ici, Top !» Il se trouvait déjà à 20 pieds du rivage lorsqu'une tête énorme apparut à la surface des eaux. « Un lamentin !» cria Pencroff. C'était plus exactement un dugong, un de ces animaux mesurant parfois 3 mètres de long. Comment était-il parvenu à s'introduire dans le lac Grant? Les 5 compagnons n'eurent pas le temps de se le demander, car déjà l'énorme bête, se jetant sur Top, le saisissait et l'entraînait au fond des eaux. Soudain, Top reparut, lancé en l'air par une force mystérieuse. Sous la surface des eaux, le combat se poursuivait. Mais quel ennemi affrontait le dugong? Les eaux se teintèrent de son sang, on vit son corps remonter à la surface, et lorsque le courant l'eut poussé jusqu'au rivage, les 5 compagnons purent se rendre compte qu'il avait été frappé au cou par une lame tranchante. Cette blessure mystérieuse ne pouvait que troubler les colons, mais cela ne les empêcha pas, après qu'ils eurent dépouillé la bête, car la chair du dugong était plus succulente, de poursuivre leur exploration. L'ingénieur Smith s'était rendu compte que plusieurs cours d'eau se déversaient dans le lac Grant. Son niveau n'en augmentait pas pour autant. C'était donc qu'il y avait quelque part un écoulement par lequel s'échappait le trop-plein du lac. Et il ne découvrait aucune cascade, aucune rivière s'échappant vers la mer. À moins que le trop-plein ne se déverse par un cours d'eau souterrain. Ce fut dans ce sens qu'ils poursuivirent leurs recherches. Et le lendemain 7 mai, Cyrus Smith et Gédéon Spilett se trouvaient à l'extrémité sud du lac, à l'endroit précisément où, la veille, s'était déroulé le combat entre Top et le dugong, lorsque l'ingénieur se rendit compte qu'un courant animait les eaux du lac et semblait les diriger vers le fond. « Voilà, Gédéon, voilà par où s'écoule le trop-plein. Il y a un orifice qui sert de déversoir, à 2 ou 3 pieds au-dessous de la surface. » Le reporter ne voyait pas très bien à quoi pouvait être utile cette découverte. « Au contraire, Gédéon, l'abri que nous cherchons, nous allons le trouver dans ce déversoir. »« Sous la surface des eaux ?»« Parfaitement, en abaissant de 3 pieds le niveau du lac. »« Et comment, s'il te plaît ?»« En ouvrant dans la barrière de granit un nouveau passage pour les eaux, qui iront ainsi former une cascade. »« Avec nos malheureux pics ?»« Non, avec de la nitroglycérine. » L'ingénieur Smith avait habitué ses compagnons à des tours de force invraisemblables. Cette fois, cependant, Gédéon Spilett se demanda vraiment s'il ne se moquait pas de lui. Et pourtant, après une quinzaine de jours de labeur constant et de patience, Cyrus Smith était parvenu à fabriquer sa nitroglycérine. À l'aide d'un pic, Pencroff creusa un trou profond dans la partie où l'on avait choisi d'ouvrir un torrent. L'ingénieur y introduisit son explosif, et comme il suffit d'un choc pour faire exploser la nitroglycérine, il suspendit au-dessus du trou une grosse pierre qu'il fit tomber en la manipulant à distance. Ils avaient gagné. Les eaux du lac s'engouffraient dans la faille ouverte au-dessous de sa surface et partaient vers la mer en formant une cascade. Voilà qui va nous être utile pour nous procurer de l'énergie. On pouvait compter sur l'ingénieur pour ne rien laisser perdre. Son raisonnement d'ailleurs s'était révélé exact, car en s'abaissant, les eaux du lac libéraient une grotte profonde, où les 5 compagnons s'introduisirent dès que les eaux qui y circulaient se furent écoulées. Il y avait là largement de quoi établir un abri, mais Cyrus Smith voulut aller jusqu'au fond de la grotte, jusqu'à l'endroit où un puits s'ouvrait à la verticale pour conduire jusqu'à la mer. C'était sans doute par là que le dugong était parvenu jusqu'au lac. Nous devons nous trouver à la limite de la barrière de granit, et les ouvertures que nous pourrons y ouvrir à l'aide de petites charges de nitroglycérine nous feront de superbes fenêtres tournées vers la mer. Il faut reconnaître que l'endroit était particulièrement propice à une installation. On pourrait y faire plusieurs chambres, une immense salle, des magasins pour les vivres et les outils. Sans perdre un instant, on se mit à l'ouvrage, et bientôt, Granite House, c'était le nom qu'ils avaient décidé de donner à la caverne,
fut une véritable demeure, avec des meubles de bois, une cheminée, des fenêtres donnant sur la mer, et, ouverte dans la falaise, à une vingtaine de mètres au-dessus du sol, une porte, à laquelle on accédait par une longue échelle de corde, ce qui mettait les 5 hommes à l'abri de mauvaises surprises. Ce fut aussi pour éviter les mauvaises surprises que Cyrus Smith fit obstruer l'entrée sur les rives du lac Grant, non sans avoir pris la précaution d'y laisser circuler un filet d'eau qui alimenterait en permanence Granite House. On avait pris soin aussi de placer sur l'ouverture du puits vertical un grand couvercle de bois pour que personne ne risque d'y tomber. La vie ainsi s'organisait, et les colons avaient tant à faire qu'ils n'avaient presque pas le temps de s'interroger sur leur avenir, ni de penser à la civilisation qu'ils avaient quittée peut-être pour toujours. À la vérité, à part avoir des nouvelles du reste du monde, une seule chose leur manquait véritablement, le pain. C'était Pencroff en particulier qui en ressentait l'absence. Aussi, le jour où Harbert trouva dans la couture d'une de ses poches un grain de blé, le marin le recueillit-il dans sa main avec émotion et versa presque des larmes. « Eh bien, le voilà, votre pain !»« Ce grain de blé ? Ignorez-vous, maître Pencroff, qu'un grain de blé donne 10 épis, que chaque épi porte en moyenne 80 grains, et que la première récolte nous donnerait donc 800 grains ? Cela suffirait tout juste à faire une tarte. Pas si nous replantons ces 800 grains, et si nous replantons les 640 000 grains qu'ils nous donneront. Nous pouvons faire sous cette latitude 2 récoltes par an. Si ce grain germe, dans moins de 2 ans, nous aurons toute la farine qui nous sera nécessaire. » Mis en terre par Pencroff, le grain germa, et durant les mois où le froid et le mauvais temps retinrent les colons dans leur abri, le brave marin, à chaque repas, put parler du pain que bientôt ils auraient sur leur table, si bien entendu, d'ici là, aucun navire n'était venu les secourir. Après des tempêtes terribles, le beau temps était revenu, lorsque les 5 compagnons, se dirigeant vers la pointe située non loin de Granite House, découvrirent une épave à demi enfouie dans le sable. Un navire a dû couler à proximité et, enfermé dans Granite House, nous ne nous sommes aperçus de rien. Ce qui était étrange, c'est que cette épave se composait d'une grosse caisse étonnamment lourde, attachée à 2 barils vides pour qu'elle puisse flotter. Ce fait aurait dû intriguer les 5 hommes. Mais ne pouvant expliquer la présence de cette épave que par un naufrage, ils ne songèrent qu'à découvrir ce que la caisse contenait. « Nous allons la transporter à Granite House et l'ouvrir là-bas. » C'était plus sage, car la caisse ouverte avec l'aide des outils dont ils s'étaient dotés resterait intacte et pourrait leur servir. La joie des 5 hommes fut inexprimable lorsque, le couvercle soulevé, ils découvrirent 6 fusils, de la poudre, des balles, des armes de toutes sortes, un échantillonnage complet d'outillage, des clous, des vis, des ustensiles de cuisine, tout ce qui manquait aux naufragés pour vivre normalement. Et dans ce trésor apporté par le ciel, il ne manquait ni une boussole, ni un compas, ni un sextant, ni un atlas, ni, au milieu d'autres livres bien utiles, une Bible. Les 5 hommes n'en revenaient pas de découvrir tant de merveilles. Et dans leur reconnaissance, ils n'oubliaient pas les marins qui avaient dû sombrer. « Il faut que nous explorions tous les rivages de l'île pour aider ceux qui ont pu survivre. » Ce fut dès le lendemain qu'ils se mirent en route. Ils visitèrent systématiquement les plages, les côtes rocheuses, les golfes, les forêts. Aucun point du rivage ne resta inexploré. Et pourtant, lorsqu'ils prirent le chemin du retour, ils n'avaient trouvé comme épave que l'enveloppe de tissu de leur ballon. Ils l'avaient d'ailleurs récupérée précieusement pour en faire des chemises. Le navire a dû sombrer trop loin de l'île Lincoln pour que les naufragés puissent l'atteindre. Peut-être. La caisse, cependant, ne paraissait pas avoir fait un séjour prolongé dans les flots. Les 5 amis en étaient là de leurs réflexions, lorsqu'arrivant en vue de Granite House, ils se rendirent compte que l'échelle de corde avait été tirée à l'intérieur. Il leur était impossible de rentrer chez eux. Et qui plus est, la demeure était envahie par une bande d'énergumènes. Des singes! Il y avait bien la solution de les abattre à coups de fusil au fur et à mesure qu'ils apparaissaient aux fenêtres. Mais comment dérouler l'échelle de corde? Mes amis,
Nous n'avons qu'une solution, aller passer la nuit aux cheminées. Et demain, dès l'aube, nous nous mettrons en route pour le lac Grant. Nous dégagerons l'entrée du conduit et nous emprunterons notre premier passage pour prendre nos adversaires à revers. Cyrus Smith venait de faire cette suggestion, et les 5 hommes commençaient à s'éloigner, lorsque des cris stridents les firent se retourner. « Regardez !» Les singes, pris de panique, sautaient dans le vide pour atteindre le sol. « Une bête les attaque, c'est sûr. Mais quelle bête? Et par où s'est-elle introduite ?» Les 5 amis lâchèrent quelques coups de feu pour achever de disperser les singes, et lorsque le calme fut revenu, quelle ne fut pas leur surprise de voir l'échelle de corde poussée par une main inconnue se dérouler jusqu'au pied de la falaise. Quelle puissance invisible habitait cette île mystérieuse? L'échelle ne peut pas s'être déroulée toute seule. Et tous les événements étranges qui s'étaient passés depuis leur arrivée revinrent à l'esprit des 5 compagnons. Le dugong, blessé d'un coup de poignard, Top, précipité dans les airs par une force inconnue au moment où il allait succomber, la caisse, si précieuse, arrivée jusqu'au rivage alors qu'il avait été impossible de trouver la moindre trace d'un naufrage. « Remontons chez nous, mais tenons-nous sur nos gardes. » Ce fut Cyrus Smith qui monta le premier. Granite House était encombré de cadavres de singes. L'ingénieur se penchait sur l'un d'eux pour essayer de découvrir les raisons de sa mort, lorsqu'un singe bien vivant, celui-ci, se précipita sur lui. « Non, Pencroff! Épargne-le! C'est peut-être lui qui nous a jeté l'échelle. » Le marin qui suivait Cyrus Smith brandissait déjà sa hache pour abattre le singe lorsque le cri de l'ingénieur avait arrêté son geste. On se contenta de capturer l'animal et de l'enfermer dans l'une des pièces pour tenter de l'apprivoiser. « Il pourra peut-être nous servir de domestique ?» lança Pencroff en plaisantant. Mais aucun de ses compagnons ne réagit, tant les événements qui venaient de se dérouler leur donnaient à réfléchir. Pencroff pourtant ne s'était pas trompé. Quelques jours après sa capture, le singe était devenu un animal familier. On l'avait surnommé Jupiter, ou Jup, si l'on préférait, et il adorait astiquer les casseroles. Comme tout lui paraissait amusement, il allait même arriver à servir à table. À côté de cela, la vie des colons continuait à s'organiser. Un enclos de bois avait été établi à l'intérieur des terres, et l'on y avait enfermé des mouflons qui procuraient de la laine. Le jour où l'on eut décidé d'y élever une cabane, on le baptisa le Corral, et l'ingénieur Smith, qu'aucune difficulté ne rebutait, était même parvenu à doter Granite House d'un ascenseur hydraulique qui, utilisant l'énergie de la chute d'eau, permettait de monter sans se servir de l'échelle. Un soir, alors que les 5 compagnons devisaient auprès de la cheminée, où brûlait un bon feu, Pencroff lança l'idée « Et si nous construisions un bateau ?» Il ne s'agissait bien entendu que d'une grosse barque, qui ne permettrait pas d'atteindre les pays civilisés. Mais cette construction allait occuper le marin et l'ingénieur Smith durant tous les mois d'hiver. Ce n'était qu'une grosse embarcation qu'avait entrepris de construire Pencroff, mais une embarcation de 11 mètres de long, entièrement pontée, et dans laquelle on avait aménagé 2 cabines. Lorsqu'on l'eut gréé, après avoir confectionné une bonne voile dans l'enveloppe du ballon, on se rendit compte que ce petit navire était un excellent marcheur. On le baptisa Bonaventure, du nom du brave marin, et tout le monde embarqua pour un premier essai en mer. Le Bonaventure était en effet un solide petit navire. Il manœuvrait au plus serré, négociait parfaitement les vagues, et s'il avait été un peu plus gros, les 5 hommes se seraient peut-être risqués à tenter avec lui la traversée jusqu'aux terres civilisées, dans la mesure où ils auraient eu véritablement envie de quitter une île qui était devenue leur propriété et à laquelle, par tout ce qu'ils y avaient fait, ils s'attachaient chaque jour davantage. Le Bonaventure revenait vers son havre lorsque le jeune Harbert aperçut un objet insolite qui allait à la dérive. « Une bouteille !» C'était une bouteille, en effet, et elle contenait un message. « Naufragé, île Tabor, 153 degrés ouest longitude, 37 degrés 11 latitude sud. »
Cette île Tabor figurait bien sur l'atlas qu'ils avaient trouvé dans la mystérieuse caisse, et elle ne se trouvait qu'à une centaine de milles de l'île Lincoln. S'il y a un naufragé sur cette île, nous devons aller à son secours. Il n'y avait pas de doute, il devait toujours y être. La bouteille n'avait pas séjourné très longtemps dans la mer. Nous partirons demain, conclut Pencroff. Et le lendemain, Harbert, Pencroff et Gédéon Spilett, qui en bon reporter avaient insisté pour se joindre à eux, appareillaient pour l'île Tabor. Pencroff avait estimé qu'il leur faudrait 48 heures pour faire la traversée. 48 heures après, les trois hommes découvraient cette île Tabor, qui était bien plus petite que l'île Lincoln et qui, comme elle, paraissait inhabitée. Il est étrange que ce malheureux ne se manifeste pas. Il aurait dû nous apercevoir. Pour signaler leur présence, les trois hommes tirèrent quelques coups de feu. Aucun signal ne répondit, et il fallut se résoudre à visiter l'île. Une île qui, sans aucun doute, avait été habitée, puisqu'on y trouvait des traces de culture, mais tout abandonné. S'introduisant un peu à l'intérieur des terres, les trois hommes découvrirent même une cabane, installée pour plusieurs personnes. Elle était vide, et elle aussi abandonnée. Il est clair que le naufragé n'est plus ici. Ce malheureux avait dû jeter plusieurs bouteilles à la mer et en est venu le secourir. Les trois hommes en étaient là de leur réflexion, et ils s'apprêtaient à abandonner leurs recherches, lorsque la voix d'Harbert s'éleva de derrière un taillis. « À moi !» Un être sauvage l'avait assailli. Le reporter et le marin se précipitèrent sur lui et le maîtrisèrent. C'était le naufragé. Personne n'était venu à son secours. Il était devenu fou. Il fallut des jours et des jours pour que le malheureux, amené à Granite House, retrouve un peu de sa raison. Il restait silencieux, étrangement solitaire. Avec le temps, il prit sa part des travaux communs, mais en refusant de se mêler aux autres. Un jour, Cyrus Smith le vit verser une larme, et il comprit qu'il s'était passé un drame dans la vie de cet homme. Mais quel drame? Probablement une action grave, et c'était sans doute le remords qui le poussait à refuser la compagnie de ses semblables. Mais pourquoi, s'il refusait la compagnie de ses semblables, ce malheureux avait-il appelé au secours en jetant une bouteille à la mer? Un soir, le solitaire sortit de son silence. « Monsieur, dit-il à Cyrus Smith, voulez-vous m'accorder une grâce? À 5 milles d'ici, vous avez un corral où vous élevez des animaux. Ces animaux ont besoin d'être soignés. Voulez-vous me permettre de vivre là-bas avec eux ?» La proposition était surprenante, venant d'un homme qui avait si longtemps vécu seul. Cyrus Smith tenta d'en comprendre la raison. « Vous êtes des honnêtes gens, vous, et moi... » Il fallait dans l'esprit de cet homme qu'il expie une faute, qu'il redevienne digne de ses semblables. Cyrus Smith le comprit et ne posa pas d'autres questions. Le lendemain, à l'heure où l'inconnu devait partir pour le corral, les 5 amis se trouvaient réunis lorsqu'il entra dans la salle de Granite House. « Messieurs, je m'appelle Ayrton, et j'étais le contremaître du Britannia, le navire du capitaine Grant. Comme j'avais essayé de provoquer une mutinerie pour m'emparer du navire et en faire un navire pirate, le capitaine me débarqua sur les côtes de l'Australie. C'est là que, quelques mois plus tard, j'appris que le Britannia avait fait naufrage et que Lord Glenarvan recherchait à bord de son yacht, le Duncan, le capitaine Grant et 2 de ses compagnons dont on savait qu'ils avaient échappé au naufrage. Le Duncan était un superbe navire. Je résolus de m'en emparer avec une bande de convicts. Un concours de circonstances a déjoué mes plans et, il y a 12 ans, le Duncan m'a abandonné sur l'île Tabor, où avait été retrouvé le capitaine Grant. Lord Glenarvan était un honnête homme. Il avait accepté cette solution plutôt que de me remettre à la justice. « Si indigne que vous soyez du souvenir des hommes, me dit Lord Glenarvan, avant de s'en aller, les hommes se souviendront de vous. Je sais où vous êtes, Ayrton, et lorsque sous le regard de Dieu vous aurez expié, je reviendrai vous chercher. » Les 5 compagnons étaient bouleversés par ce qu'ils venaient d'apprendre. Mais ils avaient compris que Ayrton était maintenant un autre homme,
et Cyrus Smith lui tendit la main. « Encore un mot, Ayrton, avant de disparaître. Puisque pour votre rachat, vous voulez fuir la compagnie de vos semblables, pourquoi avez-vous jeté cette bouteille à la mer ?»« Je n'ai jamais jeté aucune bouteille à la mer. »« Mais alors, qui avait écrit ce message ?» Durant toute la journée, les 5 compagnons continuèrent à s'interroger, à se remémorer les événements qui restaient inexplicables, et à cette impression qu'une force ou un être invisible intervenait dans leur existence, s'ajoutait l'espoir. Un jour, le Duncan viendrait rechercher Ayrton, et il serait sauvé. Seulement, c'est à l'île Tabor qu'il se rendra. L'île Lincoln n'existe sur aucune carte. Ils ne pourront pas imaginer que Ayrton y a trouvé refuge. Dès que le beau temps sera venu, il faudra que nous retournions là-bas pour y laisser un message. Pour l'instant, il fallait continuer à organiser la colonie et s'arranger pour que Ayrton, même s'il avait besoin de solitude, ne se sente pas abandonné. L'ingénieur Smith entreprit un nouveau tour de force. Il fabriqua des piles et tira un long fil, et après avoir planté des poteaux tout le long du trajet, établit un télégraphe entre le corral et Granite House. Tous les jours, on pouvait avoir des nouvelles de Ayrton, et lui-même, s'il avait quelque chose à signaler, pouvait alerter Granite House. Ce qui intriguait l'ingénieur Smith, c'est que Top, généralement calme et confiant, se montrait quelquefois inquiet et nerveux. Il tournait alors autour du plancher, qui recouvrait le puits par où autrefois les eaux s'écoulaient jusqu'à la mer, et semblait y flairer une présence. Qu'y avait-il dans ce puits? Que s'y passait-il? Un jour, ses compagnons étant absents, Cyrus fit glisser le plateau de bois et, à l'aide d'une des longues cordes qu'ils avaient fabriquées avec des fibres végétales, il se laissa glisser au fond du puits. Rien. Seulement des parois rocheuses, sans aucun passage. Et au fond, l'eau. Dans la caisse mystérieusement amenée au rivage, les naufragés avaient trouvé un appareil de photo et tout ce qu'il fallait pour développer les plaques. Ils s'en étaient amusés quelque temps pour photographier leurs installations, les paysages, et maintenant, seul Harbert s'en servait pour photographier 1000 choses, et particulièrement le saint Jupiter, qui adorait ça. Ce jour-là, le 17 octobre, il venait de développer un cliché de la mer et des nuages, pris depuis une des fenêtres de Granite House, lorsqu'il remarqua sur la plaque un point minuscule à la limite de l'horizon. L'ingénieur Smith, auquel il avait fait remarquer la chose, inspecta cet horizon à l'aide de la longue-vue, qu'entre autres appareils de navigation ils avaient trouvé dans la caisse. « Un navire !» La première idée qui leur vint à l'esprit fut que c'était le Duncan. Mais comment son équipage aurait-il pu deviner que Ayrton se trouvait à l'île Lincoln, dont il ne connaissait même pas l'existence? Ce navire, en tout cas, s'approchait. Il faut que nous demandions à Ayrton de venir. Si c'est le Duncan, il le reconnaîtra tout de suite. Gédéon Spilett lança un télégramme, et 2 heures plus tard, l'ancien contremaître du Britannia se trouvait à Granite House. Non, c'est pas le Duncan. Quel était donc ce navire, arrivant dans des eaux où l'on ne passait jamais? Pavillon noir, c'est un pirate. Ayrton avait pâli en lâchant ces mots. Un pirate? Il fallait surtout qu'il ne découvre pas la présence des naufragés sur l'île. Cyrus Smith donna rapidement ses ordres. Tout ce qui pouvait être remarqué fut camouflé ou abattu. Le Bonaventure fut conduit dans une crique solitaire, et après avoir tiré l'échelle, on dissimula les fenêtres et la porte de Granite House derrière des feuillages qui semblaient former des buissons naturels. Nous resterons enfermés ici. C'est le lieu où nous serons le plus en sécurité. Et, retranchés derrière la barrière de granit, nous pourrions faire face à n'importe quelle attaque. Le navire pirate, cependant, se rapprochait, et lorsqu'à la fin du jour, il mouilla son ancre à 1 mille de la côte, il fut clair que son équipage, après avoir découvert une île dont personne ne connaissait l'existence, avait décidé d'en faire sa base secrète. Nous ne pouvons pas le permettre, ce serait nous exposer à être massacrés un jour.
et Cyrus Smith prit aussitôt de nouvelles dispositions. Il faut que ces bandits croient que nous sommes en force. À la faveur de la nuit, nous allons sortir de Granite House et nous établir le long de la côte. S'ils tentent de débarquer, nous ouvrirons le feu sur eux de plusieurs points différents. Sans faire le moindre bruit, Cyrus Smith et Harbert partirent s'installer à proximité des cheminées. Gédéon Spilett et Nab s'embusquèrent dans les rochers de la Mercy, une petite rivière coulant à proximité de Granite House. Quant à Ayrton et Pencroff, ils traversèrent le chenal pour prendre position aux deux extrémités de l'île du Salut, celle-là même où l'aérostat s'était écrasé. C'était ainsi de 4 points différents que les 6 hommes pouvaient ouvrir le feu. Les pirates seraient convaincus qu'ils étaient bien plus nombreux. À 8 heures du matin, le navire pirate mit un canot à la mer. 7 hommes l'occupaient, et ils avançaient à grands coups de rame vers l'île du Salut. C'était là, sans nul doute, qu'ils comptaient mettre pied à terre. Lorsqu'ils ne furent plus qu'à 2 encablures de l'îlot, 2 coups de feu claquèrent, et 2 hommes tombèrent foudroyés. Pencroff et Ayrton n'avaient pas raté leur cible. Mais une détonation plus violente se fit entendre. Le navire pirate tirait sur eux au canon. Cela n'empêchait pas les 2 hommes, bien à l'abri des roches de granit, de continuer à tirer sur les passagers du canot, qui, incapables de répliquer, car eux ne voyaient pas d'où partaient les coups de feu, manœuvraient en direction de la Mercy. Lorsqu'ils y arrivèrent, 2 autres coups de feu claquèrent. C'étaient Nab et Gédéon, qui eux non plus ne ratèrent pas leur but. Cyrus Smith avait vu juste. Pris de plusieurs côtés à la fois, les pirates, surestimant le nombre des défenseurs, jugèrent plus prudent de se replier en toute hâte vers leur navire. Seulement, dès qu'ils y arrivèrent, 12 des leurs sautèrent à bord du canot et repartirent à l'assaut de la côte. Une deuxième barque fut mise à la mer. Le canon continuait à tonner. Ils ne peuvent pas grand-chose contre nous, et les positions que nous avons choisies vont nous permettre de les abattre un à un à mesure qu'ils approcheront. Le capitaine pirate s'était rendu compte du danger que couraient ces hommes. On le vit relever ses ancres, pourvu qu'ils ne viennent pas se placer entre l'îlot et la terre pour nous prendre directement sous le feu de ses canons. C'était exactement ce qu'il faisait, au risque d'échouer son navire. Et les 6 hommes se rendirent vite compte qu'ils n'avaient plus que la solution de courir s'enfermer dans Granite House, où seul le granit de la façade les mettrait à l'abri des canons. Granite House, bien sûr, c'était une retraite inexpugnable, mais à la condition que le capitaine pirate ne remarque pas ses fenêtres. Et justement, il avait tiré sur les feuillages qui les dissimulaient et qui lui paraissaient suspects. Nous sommes perdus. À ce moment précis, une explosion plus sourde se fit entendre. Soulevé par une trombe liquide, le navire des pirates venait de s'ouvrir en 2. Et il ne lui fallut que 10 secondes pour s'engloutir avec son équipage. Que s'est-il passé? Ni Ayrton, ni Pencroff, ni Cyrus Smith lui-même ne parvenaient à le comprendre. Et le premier moment de stupéfaction passé, on s'inquiéta des pirates qui, se trouvant à terre, avaient échappé à la catastrophe. Ils doivent être 5 ou 6, mais il serait imprudent de se lancer à leur poursuite. Laissons-les agir tout en nous tenant sur nos gardes. Nous aviserons à ce moment-là. Pour l'heure, les 6 hommes avaient un travail plus urgent. Récupérer dans l'épave du navire pirate tout ce qu'il y avait de récupérable, et cela avant qu'un brusque mauvais temps ne le fasse disparaître. Ce ne fut qu'aux heures de la marée basse que les 6 hommes purent opérer. Elle dégageait presque entièrement l'épave, et leur peine ne fut pas inutile. Il y avait de tout à bord de ce navire, dont on constata qu'il s'appelait le Speedy. Des armes, des vêtements, des vivres, de l'alcool, toutes sortes d'ustensiles, d'outils, et les 6 compagnons purent même en récupérer les canons et les voiles. Ce fut au cours de ces travaux de récupération que Cyrus Smith découvrit dans la coque les débris d'un cylindre de fer. Voilà, mes amis, ce qui a provoqué la perte du Speedy. Quoi, ce bout de tôle? Oui, c'est une torpille. Une torpille? Et qui l'a lancée? Ce qui se passait dans cette île mystérieuse était de plus en plus inexplicable.
Comment une torpille avait-elle pu faire sauter le navire pirate au moment précis où les 6 compagnons se voyaient perdus? Il n'y a qu'une exploration complète de l'île qui nous permettrait d'éclaircir le mystère. Et peut-être de retrouver les pirates qui se sont enfuis. On décida une expédition. Mais auparavant, il fallait qu'Ayrton retourne pour quelques jours au corral, où les bêtes avaient besoin de soins. On se donna donc rendez-vous pour le 20 novembre, une semaine plus tard. Ce délai allait aussi permettre à Pencroff de s'occuper un peu du Bonaventure et de s'assurer que les pirates ne l'avaient pas découvert. Il était toujours dans sa rade, mais, chose étrange, il sembla aux marins qu'il n'occupait plus tout à fait le même mouillage. Ça alors! Et il y avait autre chose, le nœud qui retenait le câble de l'ancre n'était pas celui qu'il avait fait. Quelqu'un s'est servi du Bonaventure? Mais c'est impossible, voyons. Et pourtant, les preuves étaient là. Personne n'osait le dire, mais cette impression de présence continuelle d'un être mystérieux commençait à troubler chacun des naufragés. Heureusement que l'exploration projetée permettrait sans doute de le découvrir. Le 20 novembre, on attendait Ayrton et il n'arrivait pas. Il faut l'appeler par le télégraphe. Le télégraphe ne répondait pas. Et s'il avait rejoint les pirates? Non, il est redevenu un honnête homme. Cyrus Smith l'affirmait, mais en était-il vraiment convaincu? Il faut se rendre au corral sans plus attendre. Nab restera ici, et tu ne bougeras pas sans avoir de nos nouvelles. S'il s'était passé quelque chose de grave, il était anormal que Ayrton n'ait pas envoyé un message. Aussi les 4 hommes se mirent-ils en route en suivant le fil du télégraphe. « Regardez !» On avait arraché un poteau et coupé le fil. Le pire était à craindre, et la petite troupe n'avança que prête à ouvrir le feu. Le corral paraissait désert. Harbert s'écroula, c'était sur lui qu'on avait tiré, non du corral, mais des rochers qui l'environnaient. « Vite, à l'abri de la palissade !» À l'intérieur de la cabane, tout avait été bouleversé. Et Ayrton ne s'y trouvait pas. On allongea sur son lit l'enfant qui avait perdu connaissance. Ses blessures étaient graves. Il était intransportable. Il fallait rester plusieurs jours au corral, et ce ne fut que, lorsqu'il eut repris quelques forces, que sur un brancard de fortune, on le ramena à Granite House. Il était temps. Après les blessures, ce fut la fièvre qui mit la vie de l'enfant en danger. Et les malheureux naufragés n'avaient aucun médicament pour la combattre. Un premier accès le fit délirer. Un second le laissa dans une demi-inconscience. S'il a un troisième accès, il est perdu. La quinine seule pourrait le sauver. Mais où aller en chercher sur cette île déserte? Cette nuit-là, alors que les malheureux compagnons d'Harbert avaient succombé à la fatigue de plusieurs nuits de veille, Top donna des signes d'inquiétude. Le bruit imperceptible d'un glissement de planche se fit entendre. Ce fut Pencroff qui sortit le premier du demi-sommeil pour s'approcher d'Harbert qui paraissait vraiment à la dernière extrémité. « Regardez !» Sur la table de bois placée au chevet du jeune garçon, il venait de découvrir une petite boîte métallique sur le couvercle de laquelle on pouvait lire « sulfate de quinine ». L'inconnu. L'inconnu de l'île. Ce ne pouvait être que lui qui avait déposé ce médicament. Il ne pouvait être parvenu à l'intérieur de Granite House que par le puits de la salle. Mais le puits était toujours silencieux et vide. Cette fois, il faut que nous découvrions la vérité. Dès que Harbert sera sur pied, nous entreprendrons l'exploration que nous avions projetée. D'ailleurs, elle nous permettra peut-être de débusquer les pirates et de retrouver Ayrton. Il fallut bien des semaines pour que Harbert retrouve la santé. Et ce ne fut que dans le courant du mois de février que les 5 hommes purent commencer leur visite systématique de l'île. Elle allait leur permettre de constater que le Bonaventure n'existait plus. Les pirates rescapés s'en étaient emparés pour fuir, et ils l'avaient fracassé contre les rochers.
Il n'y avait qu'un lieu que les 5 hommes avaient jugé inutile d'inspecter, le corral. Un soir, cependant, se trouvant à sa proximité, ils décidèrent d'y passer la nuit. « Halte !» Il y avait de la lumière à l'intérieur de la cabane. « Les bandits sont sûrement là. Nous allons les surprendre. » L'arme à la main, les 5 amis avancèrent en se dissimulant du mieux qu'ils le pouvaient. Tout était silence. Personne à la porte. Personne derrière les palissades. Avant de pénétrer dans la cabane, Cyrus Smith crut plus prudent de s'approcher de la fenêtre pour en inspecter l'intérieur. Sur le lit, Ayrton gisait sans connaissance. Son corps portait encore des traces sanglantes de sévices. Il n'avait pas trahi, et les 5 hommes devaient l'apprendre par la suite. Ce n'était que parce qu'ils avaient reconnu en lui un de leurs anciens chefs que les pirates l'avaient épargné. Ils l'avaient enfermé dans une caverne et torturé durant des semaines pour qu'il se mette à leur tête. Ayrton n'avait pas cédé. Cela n'expliquait pas qu'il se trouve dans la cabane, alors que c'était dans une caverne qu'on l'avait retenu prisonnier. Ayrton lui-même ne put pas l'expliquer. Ces bandits vont probablement essayer de le récupérer. Ne leur laissons pas deviner que nous sommes ici et attendons qu'ils se manifestent. Chacun prit son poste pour accueillir les pirates comme ils le méritaient, mais la nuit se passa sans autre incident qu'une excitation inexplicable de Top vers 2 heures du matin. Comme le brave chien continuait à aboyer, les 5 amis décidèrent de faire une sortie prudente. Top les guida jusqu'à une clairière, et en son centre, dans la clarté de la lune, les 5 compagnons purent découvrir 5 pirates morts. Qui les avait tués, avec une arme mystérieuse n'ayant laissé sur leur corps qu'une marque imperceptible? L'inconnu qui nous protège. L'inconnu qui s'est manifesté chaque fois que nous avons eu besoin d'aide. Il fallait qu'il le retrouve, un peu pour percer le mystère de son identité, mais aussi pour le remercier. Les recherches continuèrent à ne rien donner, et pourtant les 5 hommes, auxquels Ayrton s'était joint, ne s'épargnèrent aucune peine, ne laissèrent aucun coin de l'île inexploré. Cette enquête, menée jusqu'au fond des gouffres, permit à Cyrus Smith de se rendre compte que le volcan dominant l'île Lincoln n'était pas éteint, et que son activité pouvait reprendre d'un instant à l'autre. Pour ce qui était de l'inconnu, nous ne le découvrirons que le jour où il aura décidé de se faire connaître. Et les mois passèrent. Comme la destruction du Bonaventure avait mis les naufragés dans l'impossibilité d'aller déposer sur l'île Tabor un message à l'intention du Duncan, et qu'il n'était pas question pour eux de laisser passer une telle occasion d'être sauvés, ils avaient entrepris la construction d'un autre navire. Pour aider Pencroff, Ayrton avait accepté de s'installer à Granite House. Depuis son aventure avec les pirates, il se sentait moins indigne de vivre avec les autres. Il y avait 3 ans que les naufragés de l'air s'étaient posés sur l'île, et les 6 hommes se trouvaient un soir réunis à Granite House, lorsque le télégraphe se mit à crépiter. Il n'y avait personne au corral. De qui pouvait bien venir le message? L'inconnu. Et ce message disait « Venez au corral en toute hâte ». Malgré l'obscurité de la nuit, les 6 hommes se mirent en route. Mais au corral, ils ne trouvèrent qu'un mot placé sur l'appareil du télégraphe. « Suivez le nouveau fil ». Un autre fil, en effet, avait été branché. Un fil qui, du corral, conduisait jusqu'à la côte la plus escarpée de l'île, et qui, là, s'enfonçait dans la mer. « Ça n'est pas possible, il ne peut pas être sous les eaux. » Non, mes amis, attendons seulement que la marée baisse. Encore une fois, Cyrus Smith avait raison. Lorsque le niveau de la mer eut baissé, on put découvrir une grotte sous-marine. Et au fond de cette grotte, flottant au milieu des eaux, un sous-marin dont les projecteurs illuminaient l'immense caverne. Le Nautilus.
C'était le Nautilus, en effet. Ce Nautilus dont Cyrus Smith avait appris l'existence par le livre d'un savant français, le professeur Aronnax, qui racontait avoir parcouru à son bord 20 000 lieues sous les mers. Un canot métallique se trouvait amarré sur les rives de l'immense caverne. Il semblait attendre les arrivants pour les conduire à bord du sous-marin. Le Nautilus était tel que le professeur Aronnax l'avait décrit. Et lorsque les 6 hommes entrèrent dans le somptueux salon, ils y trouvèrent un homme à la barbe blanche, allongé sur un riche divan. Capitaine Nemo. Oui, c'était lui. Je vous suis depuis votre arrivée dans cette île. D'abord, je vous ai observé, puis, dans la mesure de mes moyens, je vous ai aidé. C'était lui qui avait sauvé Cyrus Smith alors qu'il se noyait et qui l'avait transporté dans une caverne. Lui qui avait amené Top jusqu'aux cheminées. Lui qui avait tué le dugong. Lui qui avait fourni l'épave. Lui qui avait jeté la bouteille à la mer pour qu'on retrouve Ayrton. Lui qui l'avait ramené au corral. Lui enfin qui avait tué les pirates et fourni la quinine. Tous mes compagnons sont morts, les uns après les autres. Et lorsque je me suis retrouvé seul, j'ai conduit le Nautilus dans cette caverne pour y finir mes jours. Si un affaissement de la paroi ne m'en avait interdit la sortie, je vous aurais recueilli à bord du Nautilus pour vous ramener vers les pays civilisés. Mais le Nautilus est immobilisé ici à jamais. Je vais mourir, messieurs. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai appelé. Je ne voulais rien devoir aux hommes, mais il faut que je repose au fond de la mer comme mes compagnons. Promettez-moi que lorsque je serai mort, vous fermerez le Nautilus et que vous en ouvrirez les vannes pour qu'il s'engloutisse au fond des flots. Vous y laisserez toutes ces œuvres d'art, toutes ces richesses, car elles doivent disparaître à jamais avec moi. Vous ne prendrez que ce coffret. Je vous ai vu vivre, et je sais qu'entre vos mains, la fortune qu'il contient sera bien utilisée. Impressionné, aucun des 6 hommes ne songea à regarder ce fameux coffret, qui contenait en pierreries une fortune inimaginable. Cyrus Smith, en revanche, voulut percer le mystère. Qui était le capitaine Nemo? Un criminel ou un justicier? J'étais le prince Dakkar, le dernier chef des peuples de l'Inde, dressé contre les Anglais. Ils ont tué pour me vaincre ma femme, mes enfants, mon père, ma mère. Alors je me suis rendu compte que notre lutte était sans espoir. J'ai construit le Nautilus et, suivi de mes derniers fidèles, j'ai abandonné la terre pour poursuivre sous les mers la lutte contre ceux qui avaient soumis mon pays. Ai-je eu tort? Ai-je eu raison? La scène était insoutenable. Ce grand vieillard, devenu une légende, était poignant avec son doute et sa noblesse. Alors Harbert s'approcha de lui et lui baisa la main. « Mon enfant, sois béni. » Et une grosse larme courut le long des joues du capitaine Nemo. Le lendemain, il était mort. Les 6 hommes exécutèrent à la lettre les dernières volontés du capitaine, et ce fut dans un profond silence qu'ils regardèrent s'abîmer lentement au fond du gouffre le Nautilus, dont les projecteurs étaient restés allumés. La fin du capitaine Nemo semblait être la fin de leur aventure. Quelques jours plus tard, le volcan éteint depuis la nuit des temps se réveilla. La lave incandescente mit le feu aux forêts, aux cultures. La terre trembla, s'ouvrit en des gouffres affreux. Et de l'île tout entière, anéantie par une fantastique explosion, il ne subsista au milieu des flots déchaînés du Pacifique
qu'un îlot rocheux sur lequel les 6 compagnons avaient eu par bonheur le temps de se réfugier. Cette fois, mes amis, nous sommes perdus. Non. Du fond de sa tombe marine, le capitaine Nemo veillait encore sur eux. C'était lui qui, ne pouvant pas manœuvrer le Nautilus, avait emprunté la barque de Pencroff pour aller déposer un message sur l'île Tabor. Le Duncan l'avait trouvé et il arrivait.